Ce collier de perles a été volé, n'est-ce pas? Les mots crachés par un policier blanc, empreint de venin, non pas pour enquêter, mais pour accuser. Il n'avait pas besoin de preuves. Tout ce dont il avait besoin, c'était de la couleur de peau. Clarisse Monroe, une femme noire de 57 ans, a été humiliée simplement pour avoir osé porter un bijou qu'il jugeait trop chic pour quelqu'un comme elle. À ses yeux, la peau foncée signifiait la culpabilité, l'infériorité, le vol. Clarisse n'avait pas besoin de crier. Elle n'avait pas besoin de prouver quoi que ce soit à un homme comme lui. Elle a tenu bon, fière, inflexible, un acte d'accusation vivant d'une société pourrie de l'intérieur par les préjugés. Mais lui, ivre de pouvoir, a sorti son arme, l'a pointée sur elle au milieu d'un magasin, sous les yeux de personnes habituées à détourner le regard de l'injustice. Puis un SUV noir s'est arrêté comme le tonnerre s'abattant sur un ciel clair. La porte s'ouvrit brusquement et Clarisse, la femme qu'il venait d'insulter, était l'épouse du chef de la police de la ville. Ce n'est pas un film. C'est réel. Et cela pourrait bien se produire dans votre propre quartier. Tu penses que tu es en sécurité? Tu penses que ça ne pourrait jamais t'arriver? Réfléchis à 2 fois. Laisse tomber le nom de la ville dans laquelle tu vis, car Clarisse pourrait être ta mère, ta sœur ou ta fille, et cela devrait te terrifier. La porte en bois de la librairie Rose Hendry s'ouvrit. Un doux carillon éolien retentit, laissant place au pas de Clarisse Monroe. Elle sortit avec l'allure d'une femme habituée depuis longtemps à être vue, mais qui n'avait jamais besoin d'essayer d'impressionner qui que ce soit. Dans ses mains se trouvait un cadeau emballé dans du papier de couleur crème, attaché avec un ruban bleu foncé. Cela ressemblait à un simple cadeau, mais à l'intérieur se trouvait une première édition de The Fire Next Time, un livre qu'elle avait passé des mois à chercher comme cadeau d'anniversaire pour son mari, Lionel. Clarisse n'était pas pressée. Chaque pas qu'elle faisait sur le trottoir en briques rouges était empreint d'une rare immobilité. Ni lent, ni affecté, juste le rythme naturel de quelqu'un qui sait exactement où il va et ne ressent pas le besoin de le prouver à qui que ce soit. Ses cheveux poivre et sel étaient soigneusement coiffés, délicatement placés derrière ses oreilles. Un chemisier en soie crème lui allait parfaitement, rentré dans un pantalon large en lin blanc. Ses chaussures à roulettes en cuir souple produisaient un bruit de clop-clop doux et agréable, comme les premières notes d'une comédie musicale matinale. Et autour de son cou, un collier de perles classique, captant la lumière du soleil, discret mais impossible à ignorer. Ce collier de perles était son cadeau pour leur 20e anniversaire de mariage. Chaque année, à ce jour, elle le portait, non pas pour qu'on se souvienne de lui, mais pour se le rappeler à elle-même. Certaines choses durent dans le temps, si tu sais les protéger. Clarisse fit un signe de tête doux au fleuriste d'Axe en grave côté, sourit légèrement à la vieille dame qui nourrissait les oiseaux sur son porche. Personne ne l'appela par son nom, mais tout le monde reconnut sa silhouette. Non pas parce qu'elle était célèbre, mais parce qu'elle incarnait quelque chose d'admiré en silence, une dignité sans bruit. Elle aimait cette ville, ses vieux recoins, ses fenêtres en bois, même ses imperfections. Même si elle s'était souvent demandé, a-t-elle vraiment changé? Clarisse croyait toujours que Charleston avait une âme et qu'elle en faisait partie. Elle ignorait qu'à quelques pâtés de maison de là, un homme était assis derrière la vitre d'une voiture de patrouille, la main près de son arme, les yeux rivés sur les perles qu'elle portait au cou. Une matinée paisible, mais pas pour longtemps. La voiture de patrouille blanche et bleue était garée au bord du trottoir comme un rocher coincé dans le doux courant de King Street. Une poussière de magnolia jaune recouvrait son capot, quelques pétales tombés collant au pare-brise. Le moteur grondait doucement, et derrière les vitres striées de soleil se tenait l'agent Brett Strickland, les joues rouges à cause du café bon marché, les yeux gris perçants à cause d'un quart de travail trop long. Son regard errait, cherchant une cible pour percer l'ennui. Puis il s'est figé. Une femme noire d'âge moyen, étrangement élégante au milieu d'une scène ordinaire. Le collier de perles autour de son cou captait le soleil, brillant à sa place dans le cadre que Strickland avait déjà construit dans son esprit. Il plissa les yeux. La scène devant lui se rétrécissait comme à travers le viseur d'une arme. Tout était flou, à l'exception du collier de perles qui pendait. Clarisse sentit le poids de ce regard sans avoir besoin de se retourner. La brise du début du printemps soulevait le bord de son chemisier, emportant avec elle l'odeur d'huile moteur mêlée de métal, l'odeur du pouvoir informe. Elle continuait à marcher, le dos droit,
les talons claquant régulièrement, mais la nuque la picotait. Des décennies de vie, de croissance et de service dans cette ville lui ont appris que le regard d'un policier n'est jamais dénué de sens. Elle passa ses doigts le long de la poche intérieure de sa veste, touchant le bord de son téléphone. Pas de tremblement, juste une confirmation qu'il était là, comme un bouclier technologique. Elle avait enseigné à sa fille, le droit d'enregistrer la vérité est le premier droit de se défendre. Derrière elle, Strickland prit une gorgée de son café, réchauffant son irritation latente. Il jeta un coup d'œil à l'écran du MDT. Aucun rapport de vol, aucune description de suspect, mais son esprit a rempli les blancs lui-même. Bijoux, vêtements chers, femme noire inconnue. Quelque chose clochait. Il n'a pas tapé de requête. Son parti pris était suffisant pour déclencher l'interrupteur de sécurité dans son esprit. Les touristes, qui se promenaient, avaient maintenant ralenti jusqu'à presque s'arrêter. Les appareils photo numériques étaient abaissés. Les téléphones, eux, étaient élevés verticalement. Juste au bord du trottoir, Luis Ramirez, un jeune homme portant encore de la craie sur sa chemise, avait commencé un live sur Instagram. 3, 2, 1. Le nombre de téléspectateurs était passé de 20 à 250 en quelques instants seulement. Strickland aperçut l'objectif, sa mâchoire se contractant légèrement. Il se tourna vers la foule. Il ordonna d'arrêter l'enregistrement. Il s'agissait d'une scène d'enquête active. Louis tint bon. Agent des droits du premier amendement sur la voie publique. Sa voix, brisée par l'adolescence, fendait l'air comme un haut-parleur, se frayant un chemin à travers n'importe quelle barricade. Plusieurs adultes hochèrent la tête en chuchotant. « C'est vrai, gamin. » Clarisse prit une profonde inspiration, retenant l'air dans ses poumons avant de le laisser se transformer en une voix suffisamment claire pour être captée dans chaque vidéo. Vous voyez, la raison pour laquelle je ne resterai pas silencieuse, c'est que trop de personnes avant moi sont restées silencieuses. Une rafale de vent printanier balaya la zone, faisant voler une pile de dépliants touristiques des mains d'un visiteur européen. Ils tourbillonnèrent au pied de Strickland comme des preuves invisibles, condamnant le chaos qu'il était sur le point de provoquer. Il appuya sur le bouton de sa radio, la voix sèche et bégayante, 412 au commandement, demandant du renfort à King et Broad, citoyens non conformes. La radio grésillait, mais avant que la phrase ne puisse résonner, Clarisse intervint, toujours posée, toujours polie. Correction. Une femme affirmant ses droits civiques. Toute la rue semblait retenir son souffle. À proximité, le haut-parleur d'un supermarché commença à diffuser une chanson soul classique. Les paroles, « Un changement va arriver », flottaient comme une prophétie. Louise fit un panoramique de la caméra, capturant le visage de Clarisse. Ses yeux clairs n'étaient pas en colère, mais brûlaient d'une résolution qui incitait les autres à se tenir plus droit. Strickland se mordit la lèvre, sentant le cercle de spectateurs gonfler comme un ballon sous pression. Il recula d'un demi-pas, puis avança à nouveau, désespéré de reprendre le contrôle de la scène. Mais désormais, chaque téléphone transformait le trottoir en une salle d'audience à ciel ouvert. Chaque pixel devenait un juré silencieux. Une vendeuse de fleurs âgée déplaça son panier et parla assez fort pour être entendue par le micro le plus proche, elle est dans son droit. Un ouvrier du bâtiment, l'épaule plâtrée, ajouta, oui, sans motif, pas de demande de pièce d'identité. Clarisse fixait l'objectif de Louise comme si elle regardait directement les milliers de personnes qui la regardaient. Je m'appelle Clarisse Monroe. Je suis née à Charleston. Je paie des impôts à Charleston. Je finance les écoles publiques de Charleston. Je suis debout sur le trottoir. Mes impôts sont pavés. Il n'y a aucune raison d'être interrogé ici, à part la couleur de ma peau. Ces mots craquèrent dans l'air, rebondirent sur les briques, rebondirent sur les lentilles et se propagèrent sur Internet comme un pare-feu contre les abus de pouvoir. Les doigts de Strickland se resserrèrent sur son étui, mais la plus grande menace n'était plus dans la rue. Elle était sur chaque smartphone en streaming en direct, en 4K. L'air s'épaissit comme du sirop. Clarisse se tenait sur le trottoir, le dos droit, les yeux vers l'avant, laissant la lumière du soleil se déverser directement sur le badge argenté épinglé sur la poitrine de Strickland. La lumière n'honorait pas son autorité. Elle exposait chaque égratignure qu'il contenait.
La main droite de l'officier s'enfonça plus profondément dans son étui. Cliquez. Le son du déclencheur de sécurité était aussi faible qu'un bourdonnement de moustiques, mais dans l'esprit de la foule, il rugissait comme un boulon de Kalachnikov. Une jeune mère se figea, protégeant la tête de son bébé avec le sac à langer, un réflexe ancien contre la violence moderne. Louise tenta de stabiliser sa main, mais le cadre tremblait toujours. Son murmure, capté par le micro, « Tu le vois ? Il est sur le point de tirer. » À l'écran, des émojis en colère éclatèrent comme des feux d'artifice. Les cœurs numériques se synchronisaient avec les battements de cœurs réels de milliers de spectateurs. Strickland inspira, du gravier grinçant dans sa gorge. « Vous faites obstruction aux devoirs officiels. Si tu ne te conformes pas, je te retiens. » Clarisse fronça légèrement les sourcils, ses sourcils s'arquant en une question silencieuse. « Retenir ? Vous voulez dire la violence au lieu du raisonnement quand vous n'avez aucune preuve ? » Une toux retentit. « Nous sommes tous témoins. Les caméras ne sont pas des jouets à tic-tac. » La voix masculine déclencha une vague de murmures, comme des vagues s'écrasant contre les piliers d'un pont. Strickland se retourna à moitié et aboya, « Reculez !» Mais la foule ne bougea pas. Au lieu de cela, des dizaines de bras se levèrent plus haut. Les téléphones scintillaient en noir, chaque écran reflétant l'officier collé à son arme comme l'acier à un aimant. Il formait un mur invisible où toute balle tirée frapperait d'abord la conscience collective. Clarisse parlait juste assez fort pour que même un micro bon marché puisse la capter clairement. Vous n'avez aucune raison d'avoir peur des caméras si vous respectez la loi. Des veines pulsaient visiblement sur la tempe de Strickland. Une goutte de sueur pâle glissa du bord de son chapeau et ruissela le long de son oreillette. L'espace entre le bout de ses doigts et la poignée du pistolet n'était plus qu'une articulation. Dans le cadre de Louis, cet espace devint un trou noir, aspirant chaque parcelle d'attention, menant directement au collier de perles scintillant à la gorge de Clarisse. À cet instant, un klaxon strident déchira l'atmosphère. Depuis le coin, un SUV noir fonça, les pneus crissant sur l'asphalte. Strickland sursauta, sa main toujours à moitié tirée, mais son corps compris. Le seuil était devenu un fil de déclenchement électrifié. S'il s'éloigne d'1 millimètre, son nom fera la une des journaux avant le dîner. Clarisse jeta un bref coup d'œil au SUV. Le coin de sa bouche bougea légèrement comme si elle se parlait à elle-même. « Tenez-vous droit. Ne t'incline pas », les mots traversèrent l'objectif, frappant le cœur de tous ceux qui étaient collés à leurs écrans. Les phares balayèrent la scène, leur éclat léchant le visage de Strickland, transformant sa sueur en verre brisé. En un éclair, l'officier armé n'était plus un symbole de protection, mais un garçon perdu, une dérive dans une mer de gens. Il se débattait pour échapper à la forteresse arrogante qu'il s'était construite. Louis ramena la caméra sur Clarisse. Il murmura, « Elle ne tremble toujours pas », le nombre de téléspectateurs augmenta d'1 millier. Tout le monde comprit. L'instant suivant allait façonner la réputation d'une ville et le destin de 2 êtres humains. La poignée de la porte du SUV s'ouvrit avec un clic. L'atmosphère se figea comme du verre rencontrant de l'azote liquide. Désormais, tous les résultats possibles n'étaient plus hypothétiques. La réalité était sur le point de faire son entrée dans la scène impromptue de l'ère du streaming en direct, et personne ne resterait en dehors de l'histoire. La lumière du soleil printanière déversait du miel sur les toits en briques rouges de Charleston, réveillant King Street avec le parfum du magnolia et du café torréfié. Depuis la porte vitrée écaillée de la librairie Rosendry, Clarisse Monroe sortit, tenant un cadeau emballé dans de la crème et attaché avec un ruban bleu marine. À l'intérieur se trouvait une première édition de The Fire Next Time, qu'elle avait cherchée pendant 3 mois, un cadeau d'anniversaire pour son mari, le chef de la police Lionel Monroe. Clarisse, avec 37 ans d'enseignement et 20 ans de conseil communautaire derrière elle, marchait avec l'attitude de quelqu'un qui connaissait sa valeur. Son chemisier en soie y vaut besoin de savoir qui elle est pour agir correctement. Elle a les mêmes droits que tout citoyen de Charleston. Ma position n'a jamais été une autorisation pour quiconque d'abuser de son pouvoir, surtout sous ma surveillance. Des applaudissements ont éclaté, se propageant comme une grêle. Clarisse ne quittait jamais Strickland des yeux. Elle vit ses épaules se rétrécir, son armure autrefois serrait désormais une coquille vide.
L'insigne sur sa poitrine, comparé aux étoiles dorées scintillant sur l'uniforme de Lionel, aurait aussi bien pu appartenir à des mondes différents. Lionel donna un ordre bref et ferme. Remettez votre arme à l'équipe de surveillance à votre arrivée. À compter d'aujourd'hui, vous êtes suspendu de vos fonctions. Strickland déglutit difficilement, sa main s'éloignant complètement de son étui. Le léger clic de sa ceinture de service résonna, un son métallique, mais qui ressemblait à celui de la soumission. La foule applaudit plus fort. Quelques personnes essuyèrent leurs larmes, non pas par vengeance, mais parce qu'elles venaient de voir l'état de droit respirer à nouveau sur la voie publique. Clarisse toucha légèrement le bras de Lionel. Il se pencha vers elle, expirant longuement. La libération d'une terreur évitée de justesse. Elle fit un petit signe de tête. Nous n'avons pas fini, mais nous avons survécu. Et à travers les objectifs de dizaines de téléphones, la ville a capturé le moment où elle s'est réveillée. Quand le véritable pouvoir ne provenait pas du canon d'une arme, mais d'une main prête à saisir la justice avant qu'elle ne tombe. À partir du moment où le SUV noir a crié contre les briques rouges, jusqu'à la seconde où sa porte s'est ouverte, seulement 5 secondes se sont écoulées, mais ces 5 secondes se sont transformées en 5 saisons complètes de tempête. L'odeur du caoutchouc brûlé se mêlait à la brise salée de la rivière Ashley, épaississant l'air en un liquide dense, crépitant d'électricité statique. La portière du conducteur s'ouvrit et le chef Lionel Monroe sortit, son ombre tombant directement sur la botte tactique de Strickland. Son uniforme tactique gueule de minuit était encore froissé à la taille, signe qu'il s'était précipité directement depuis son bureau. Mais les étoiles d'or sur ses épaulettes étaient tranchantes comme des lames fraîchement affûtées. Contrairement à ses apparitions habituelles lors des points de presse, son visage n'était pas aujourd'hui le masque froid d'un dirigeant, mais celui d'un mari qui venait de regarder une vidéo de sa femme tenue sous la menace d'une arme, les vaisseaux sanguins se contractant dans ses yeux. La foule s'écarta comme l'eau à la proue d'un navire, formant un couloir humain. Les obturateurs de caméra, les halètements et les pings verticaux en direct se fondaient dans une symphonie chaotique escortant le feu marchand vers eux. Clarisse resta sur place, une main posée légèrement sur le livre emballé, hochant brusquement la tête vers Lionel, un signal qui disait à la fois « Je vais bien » et « Ne laissez pas la colère obscurcir la justice ». Lionel força sa poitrine haletante à adopter un rythme régulier, serra la main de sa femme pendant une seconde, promettant silencieusement « Je suis là, et tout s'arrangera ». Puis il se tourna vers Strickland, leurs yeux se croisèrent. D'un côté, les lourdes étoiles d'or du commandement. De l'autre, un badge argenté se dévaluant à la seconde. Lionel n'a pas sorti d'armes, n'a pas fait retentir de sirène, mais la rue a pu sentir le changement de pression. La pression d'un cœur furieux portant l'uniforme d'un commandant. Il se tenait à seulement 3 tuiles de distance, suffisamment près pour que tous ceux qui diffusaient en direct puissent voir la sueur couler sur le nez du jeune officier. La voix de Lionel baissa, le gravier raclant en dessous. 5 secondes. Encore 5 secondes et l'arme que vous cherchiez à atteindre aurait été dégainée. Pas un suspect, mais ma femme. Strickland déglutit difficilement. La pomme d'Adam s'accrochait au milieu de la gorge. Une seconde de silence. Chaque téléphone zoomait plus fort. Les pupilles de Strickland se dilatèrent. Son visage devint pâle. Ses mains pendaient mollement, déchirées entre le salut à son supérieur et la dissimulation de ses tremblements. Lionel continua, la voix basse, mais chaque mot pesant comme du plomb. Ces 5 secondes auraient réécrit votre carrière et l'honneur de tout ce département dans le sang ou dans la raison que vous choisirez. La poussière de frein du SUV flottait encore dans l'air, captant la lumière du soleil dans un halo déformé autour de Strickland. La foule retenait son souffle, sentant le dernier boulon de la vieille machinerie des abus commencer à se desserrer. Clarisse cligna des yeux et son collier de perles claqua doucement, un petit son plus fort que n'importe quelle sirène, amplifié par des milliers d'oreilles attentives en ligne. Et dans le cadre serré du téléphone de Louisa, le monde pouvait voir le moment où l'ancienne structure du pouvoir s'est rétrécie face à la force imminente d'un mari furieux, d'un commandant lucide et d'une foule qui s'était levée d'un rôle de spectateur passif. Strickland essaya de forcer un « oui, monsieur », mais n'obtint qu'un grincement comme une charnière rouillée. La sueur coulait régulièrement du bord de son casque sur les briques. Chaque goutte était audible à travers les micros d'une douzaine de streams en direct. Les téléspectateurs se précipitèrent.
40 000 émojis en colère et choqués déferlèrent comme un raz de marée. Lionel baissa les yeux sur l'étui à moitié ouvert, puis sur l'empreinte de sueur sur la poignée du pistolet avant de jeter un œil à la caméra la plus proche. Je le répète, pour le compte rendu public, l'agent Strickland a désactivé la sécurité de son arme sans qu'aucun facteur criminel ne soit présent. Le murmure doubla de volume comme des tambours de guerre résonnant à l'intérieur d'une caverne étroite. Une femme murmura, « Il est en train de le documenter. Et vivre devant le monde entier. » Le saxophoniste du coin baissa son corps, faisant battre son cœur plus fort avec un murmure agité. Strickland halta pour reprendre son souffle et finit par bégayer, « Monsieur, j'ai reçu des informations préliminaires. » Et nommer une source, un numéro de téléphone, un enregistrement. Lionel l'interrompit. « Aucun, monsieur. » Alors, quelle était la description du suspect? La voix de Strickland se brisa. Femme, noire, portant un collier de perles. Avant qu'il ait pu terminer, la foule éclata. C'est ça. Depuis quand les perles sont-elles un crime? Clarisse se tenait immobile à proximité, ses petites épaules projetant une longue ombre comme un pilier inébranlable dans une tempête. Elle croisa les bras et serra les lèvres, laissant le coupable avouer sans ajouter d'huile sur le feu. Lionel pivota légèrement vers la caméra de Louisa. Vous avez tous entendu le seul critère noir, Miss Pearl. Sans vos enregistrements, cette arme n'aurait été dégainée que pour cela. Un mouvement collectif s'est fait entendre au sein d'un groupe d'étudiants. Non pas l'explosion de la poudre à canon, mais le bruit du silence se brisant en une onde de choc qui déferla dans la rue. Le chef de rue frappa sa louche contre un comptoir en métal. Chintchoun. Créant un rythme de tambour qui encourageait quelqu'un à chanter, dit le plus fort. Clarisse s'avança d'un demi-pas. Elle n'avait jamais eu besoin d'un microphone. Pourtant, toute la place l'entendit clairement. Lorsque la loi est programmée en fonction de la couleur de la peau, celui qui tient l'arme devient le codeur de l'injustice. Aujourd'hui, ce programme vient de planter, résonna son dernier mot. Strickland s'effondra au niveau des chevilles comme une erreur de système, l'arrêtant. Lionel saisit l'occasion et ordonna, dans les coulisses, elle portait un blazer bleu foncé, encore orné du collier de perles suspect de la veille. Le réalisateur murmura, les perles brillent comme des folles. Mettez un filtre. Mais j'ai fini par le laisser intact. Personne ne voulait ternir un symbole qui venait d'exploser sur Internet. Avant de passer en direct, la rédactrice en chef, Kendra Lee, a accroché un micro-cravate au revers de Claricea, ses mains tremblant légèrement. Kendra avait grandi avec le souvenir de sa mère arrêtée simplement parce qu'elle mettait la radio trop fort. La diffusion en direct de King Street la nuit précédente l'avait tenue éveillée. J'ai griffonné 14 questions, puis j'en ai déchiré la moitié. Sachant que cette conversation devait se dérouler naturellement, et non suivre un modèle, le voyant d'antenne a clignoté en rouge. Kendra sourit professionnellement. Hier, la nation a été témoin d'un moment rare. Une femme debout calmement devant le canon d'un fusil. Ce matin, elle est là. Bienvenue, Madame Clarisse Monroe. L'appareil photo principal s'est glissé pour un plan moyen, capturant l'éclat de la plus grosse perle. Clarisse pencha la tête. Merci, Kendra. Je ne suis pas ici pour discuter de qui avait raison ou tort, mais pour expliquer pourquoi cela ne doit plus jamais se reproduire. Sa voix était grave, résonnant au-delà de la portée du microphone, car tout le studio retenait son souffle. Kendra hocha la tête, passant aux questions plus difficiles, lorsque l'officier posa sa main sur son arme. « Qu'est-ce qui t'est passé par la tête ?» Clarisse regardait directement dans l'objectif comme si elle parlait à des milliers d'yeux derrière l'écran. « Je pensais que si je paniquais, l'histoire se terminerait sur ce trottoir. Si je me tiens debout, cela peut commencer dans toutes les cuisines d'Amérique. J'ai choisi de me tenir droit. » Dans la salle de contrôle, les notifications de tweets se déclenchaient sans interruption. Un assistant murmura, « Cette citation est tendance. » Mais le réalisateur fit un geste, chut, une météorite tombait. Ne clignez pas des yeux. Kendra continua. Vous sentez-vous privilégié d'être l'épouse du chef de la police? Les sourcils de Clarisse se froncèrent légèrement avant d'offrir un sourire triste. Un privilège?
Le vrai privilège, c'est de marcher sur le trottoir sans que personne ne pointe une arme sur vous. Je ne parle pas parce que je suis l'épouse d'un chef de police. Je parle parce que j'en ai assez de devoir prouver mon innocence juste à cause de ma couleur de peau. Si Lionel était poissonnier, je parlerais encore. La caméra a zoomé plus étroitement. La lumière de la perle ponctuait ses mots comme de l'acier. Sur Twitter, l'expression « trop fatigué pour se taire » a explosé. Stand on King Street a atteint le top 3 des tendances nationales en 17 minutes. Kendra a posé des questions sur le rassemblement de demain. Que espérez-vous à 8 heures du matin? Clarisse a répondu sans script. J'espère entendre des voix qui ont été réduites au silence. Nous n'apportons pas de pierres à jeter à travers les fenêtres. Nous apportons la vérité à ceux qui l'ont bloquée pendant trop longtemps. Derrière la vitre, les journalistes de la presse écrite griffonnaient furieusement des notes. Un caméraman murmura, « Elle lance des grenades avec sa voix ». Même Kendra, la plus expérimentée, s'est retrouvée étouffée. Peur des représailles? Clarisse expira légèrement. La plus grande peur est de se réveiller demain, de se regarder dans le miroir et de réaliser que vous êtes resté silencieux alors que vous aviez besoin de parler. Contre-coup. L'émission est terminée. La lumière hors antenne s'est allumée, mais le tremblement ne faisait que commencer. Un clip de 30 secondes a été diffusé sur Facebook. En 1 heure, la vidéo a été vue 2 millions de fois, inondant les groupes de parents, les forums d'étudiants et même les forums de police progressistes. À midi, CNN a annoncé que les propos d'une femme de Charleston avaient suscité une demande nationale de surveillance. Fox News a également diffusé un reportage de Chiron, teinté de sarcasme. L'épouse du chef de la police donne une leçon. Qu'il s'agisse d'éloges ou de moqueries, ils ont tous répété ces paroles. Je suis fatiguée de devoir être innocent avant d'avoir le droit d'être humain. Ce soir-là, Clarisse rentra chez elle et trouva une table de cuisine encombrée de demandes d'interview à l'échelle nationale. Elle accrocha son manteau, se versa du thé au gingembre, ouvrit son ordinateur portable et rédigea 3 autres pages. Proposition de création d'un comité de surveillance communautaire protégeant la base de données des plaintes publiques des lanceurs d'alerte. Car pour Clarisse, un discours télévisé n'était que la première brique. Le mouvement avait besoin d'une base concrète. Et cette nuit-là même, sous les lampadaires de King Street, des groupes de bénévoles affichaient des tracts, 8 heures, hôtel de ville. Apportez votre histoire. La vieille chaîne du silence s'était rompue. Son écho se divise désormais en milliers de voix s'élevant contre le dôme de la ville, incapables de retomber dans l'obscurité. À 11 heures du matin, la vidéo de l'interview était en ligne sur YouTube depuis seulement 27 minutes avant que l'algorithme ne la place dans l'onglet des dernières nouvelles. À la même heure, TikTok a lancé le défi « Stand on King Street ». Les utilisateurs se filment en restant immobiles pendant 30 secondes dans des endroits bondés, regardant directement l'objectif et disant « J'en ai assez de devoir être innocent avant d'être autorisé à être humain ». En 2 heures, 600 clips ont fait surface. Des étudiants de l'UCLA aux infirmières de Boston, des rappeurs d'Atlanta à une grand-mère de 70 ans à Des Moines. À Charleston, les dominos ont commencé à tomber rapidement. Le groupe Facebook Charleston Modern United a publié un message de ralliement, demain, 8 heures, hôtel de ville, apportez votre histoire. En 4 heures, 6000 personnes ont cliqué pour y accéder. Le syndicat des électriciens a annoncé qu'il installerait gratuitement de grands haut-parleurs. La Fédération des travailleurs du port a promis une scène mobile. L'imprimerie locale, ENC et Sync ont affiché un panneau devant. Affiche de mouvement imprimé au prix coûtant. Uniquement du papier recyclé. Le secrétaire de la mairie fixait le calendrier en marmonnant, nous n'avons pas assez de barricades. Mais sa demande de soutien en matière de sécurité de l'État a été ignorée. Personne ne voulait associer son nom au mauvais côté de la tempête grandissante. Pendant ce temps, des réactions négatives se faisaient jour. L'émission de discussion Liberty Loud de Barrett a consacré un segment de 20 minutes reliant Clarisse à la théorie de la division raciale. 4chan a divulgué l'adresse du domicile de Monroe, menaçant « La prochaine perle sera le nœud coulant autour de ton cou ». Lionel a renforcé les patrouilles dans le quartier, mais Clarisse a refusé de se cacher. Le silence n'a plus de place pour moi. Vers 19h30,
Clarisse a lancé un flux en direct depuis son téléphone posé au sommet d'une étagère. La lampe de lecture attrapant ses perles. Pas de musique de fond, pas de décor soigné, seulement le tic-tac d'une horloge murale. J'entends des gens dire « J'ai exagéré mon expérience pour devenir célèbre ». Si la célébrité signifie que les voix des victimes sont entendues, j'exagérerai chaque jour. Les commentaires ont afflué vers plus de 20 000. L'étudiant à la tête rose du collège précédent a envoyé un message « J'amène mon club de débat demain ». Un vétéran a posté « Je répare les fauteuils roulants. Si quelqu'un en a besoin, envoyez-moi un message ». Clarisse poursuivit « Demain. Pas de QR code, pas de contravention. Il vous suffit d'apporter votre vérité. Même si c'est juste la fois où un vendeur vous a suivi pour une barre chocolatée ou où vous avez été arrêté 3 fois en une semaine. Plus la vérité est mince, plus le réseau d'injustice devient visible. Elle a terminé le live à exactement 12 minutes avec 98 000 téléspectateurs. Elle savait que la flamme avait pris. À Norfolk, un journaliste indépendant a loué une camionnette pour emmener 5 personnes à Charleston. À Atlanta, un groupe de jazz a annoncé avoir collecté des fonds pour financer un voyage.